Hello! Aujourd'hui, on va revenir sur mes lectures de novembre. Et oui, enfin, il est temps parce qu'on est quand même déjà en janvier. Mais voilà, j'ai pas tellement eu le temps de faire ce point lecture avant. Alors, nous y voilà. Il y a pas mal de lectures dont je vous ai déjà parlé de toute façon au fil des derniers mois. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, meilleure intro ever. Bref, du coup, j'ai commencé le mois de novembre en lisant Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que ça me faisait un peu peur au début parce que c'est un classique en fait, tout bêtement, et il y a cette espèce de peur de oh là là, je vais pas arriver à lire ça, alors que c'est un roman quoi, c'est pas, je veux dire, c'est pas compliqué à lire en soi. Donc je pense que ça m'a bien aidé à passer cette peur et ça m'a donné plus envie de me tourner vers des lectures que j'aurais peut-être pas osé lire toute seule de moi-même et qui pourtant me font envie quoi. Voilà, je sais pas si j'explique bien, mais je pense que ça m'a pas mal aidé de lire ça. C'était plutôt une très bonne lecture, même si c'était assez difficile niveau émotion. C'était très difficile à encaisser parce que c'est très dur. Léo du Hurlevent, c'est... Alors je vais essayer de vous résumer ça, mais c'est un peu compliqué. On est dans les années 1800 et quelques. Et on est en Angleterre, dans les Landes, où il se trouve deux domaines, deux maisons avec deux familles. Et c'est l'histoire de ces deux familles, en fait, et leur histoire entre elles, qu'on va suivre sur 3 générations. Voilà, donc c'est souvent présenté comme une histoire d'amour, mais je l'ai pas vraiment ressenti comme ça. Parce que certes, il y a des histoires d'amour, même c'est très violent, on va dire, comme sentiment, parce que c'est de l'amour qui se transforme en haine, en rancune et tout ça. Mais pour moi, c'est plus une histoire familiale en fait. C'est vraiment, on va suivre l'histoire de ces deux familles. Je l'ai déjà dit. Mais du coup, voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des amours plus ou moins interdits, des rancunes, de la haine, beaucoup de ressentiments de la part de certains personnages. Comme je vous disais, de l'amour tellement fort, mais associé à une grosse solitude et une grosse rancune que ça va se transformer en de la haine quasiment, voilà. Et c'est pour ça que c'est très très dur en émotion et ça a été dur à encaisser. Moi qui suis ultra émotive, c'était pas simple, mais c'était vraiment une très bonne lecture, une très bonne découverte. Après, je pensais que ça me marquerait plus que ça, mais finalement, voilà, on est 2 mois après et je le ressens pas comme une de mes plus grosses lectures de l'année, comme quelque chose qui m'a vraiment énormément marqué parce que je me souviens déjà pas de la moitié des trucs. Parce que j'ai la soupière percée, donc ça on a l'habitude, hein, j'ai pas de mémoire, c'est normal. Mais voilà, je pensais que ça me marquerait plus que ça. Il y a aussi peut-être le fait que j'avais du mal à visualiser dans ma tête pendant ma lecture les personnages, j'avais du mal à visualiser les lieux, enfin tout ce qui se passait en extérieur, ça va. Mais sinon le reste, ça avait tendance à changer pas mal dans ma tête parce que c'est pas une époque et un contexte avec laquelle je suis très familière. Donc voilà, j'avais un peu du mal à visualiser tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que même si j'étais impliquée dans l'histoire, j'étais pas complètement impliquée. Et du coup, ça m'a peut-être moins marqué. Bref, voilà. Tout ça pour dire que c'était une très bonne lecture quand même. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 petites nouvelles de Lovecraft. Donc La couleur tombée du ciel et La chose sur le seuil. Qui étaient très très bien. J'étais très contente d'avoir retrouvé Lovecraft parce que jusqu'ici j'avais lu une seule nouvelle, donc c'était L'appel de Cthulhu. Et voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Lovecraft et j'étais très contente de le retrouver. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut pas que j'enchaîne plus quand je lis Lovecraft parce que c'est vrai que c'est très répétitif. Je vais dire des choses que tout le monde a déjà dit sur Lovecraft, mais en même temps, c'est vrai, dans les textes de Lovecraft, même si j'en ai lu que 3 pour l'instant, je vois déjà qu'il y a des choses qu'on va retrouver souvent. En fait, le pire du pire de l'horreur pour Lovecraft, ça va être l'inexplicable en fait, l'indescriptible.
Le problème, c'est que dans un livre, si tu veux dire ah c'est tellement horrible que on ne peut pas le décrire, bah ça marche une ou deux fois. Mais si tu fais ça tout le temps, au bout d'un moment, ça va être difficile de faire marcher suffisamment son imagination pour comprendre tout ce qu'il y a dedans, quoi. Parce que si tu dis qu'à chaque fois chaque chose est indescriptible, ça va être compliqué. Par exemple, dans La couleur tombée du ciel, on a affaire à une ferme qui est touchée par une espèce de météorite mais qui finit par disparaître, et il y a une espèce comme une malédiction ou une maladie en fait qui se répand dans les plantes, dans les habitants, dans tout ce qu'il y a dans le domaine quoi. Et toutes les choses prennent une couleur en fait qui est indescriptible justement. Et bah, une couleur indescriptible, c'est compliqué à mettre en place dans son cerveau, c'est pas simple. Mais bon, ça marchait quand même parce que il en abusait pas trop dans celle-là. D'ailleurs, dans La chose sur le seuil, que je pense j'ai préféré, j'ai bien aimé les deux, mais je pense que j'ai préféré La chose sur le seuil. Ça allait parce que c'était pas trop utilisé non plus, mais voilà, au bout d'un moment, t'es là, oui, bon, tu veux pas nous décrire, mais au bout d'un moment, si tu veux rien décrire du tout, n'écris rien, quoi. C'est compliqué après. Mais bref, voilà. Du coup, c'était très cool, mais voilà, Lovecraft, je pense qu'il faut lire vraiment une nouvelle de temps en temps, si on veut pas être lassé, parce que voilà, c'est... il y a des éléments qu'on retrouve souvent chez Lovecraft. Après, il y a aussi autre chose, c'est que ça reste donc du surnaturel assez horrifique, mais tout est abordé avec un point de vue très très scientifique. Donc on va pas du tout être au cœur de l'émotion, dans les émotions des gens, dans leur peur viscérale, mais beaucoup plus de ça nous fait peur parce qu'on peut pas l'expliquer, et on va chercher une explication logique jusqu'au bout, on va chercher des faits scientifiques, mais on n'y arrive pas en fait. Et ça donne un côté un peu... on se détache pas mal de l'humain en fait, et c'est pour ça que je trouve que ça fait... Enfin, en tout cas, ces deux nouvelles-là ne faisaient pas franchement peur. Ça, il y avait des éléments d'horreur et tout ça. Et si on est à fond dedans, oui, on peut ressentir de la frayeur. Mais comme on va être totalement détaché des émotions des gens et on va se rattacher que aux faits, bah finalement, on est assez en dehors de tout ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti ma lecture. Donc, c'était chouette de continuer à découvrir Lovecraft, d'autant plus que c'est, enfin, en termes de fantastique, c'est quand même un papa, voilà. Donc c'est toujours très intéressant de lire ce qu'il a écrit parce que j'adore ce genre, vous commencez à le savoir et moi aussi je commence à le comprendre, j'adore le fantastique. Donc voilà, c'était très très chouette. Après, je pense lire d'autres nouvelles de Lovecraft, mais comme je vous disais, assez espacées dans le temps. Sinon, je pense que je vais faire un trop plein de par les répétitions et tout ça. Ensuite, j'ai lu Nosferatu de Joe Hill, et là, révélation. Je vous en ai déjà pas mal parlé de ce livre, mais c'était trop trop bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Nosferatu? C'est un beau pavé hein, de plus 760 pages, quelque chose comme ça. Mais je l'ai dévoré, j'étais à fond dedans, c'était incroyable, j'ai pas du tout vu les 700 pages passer. Dans ce livre, on va suivre, j'ai pas envie de vous en dire trop, hein, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui se découvre pas mal. Mais voilà, en fait, on va suivre Vic depuis qu'elle est enfant. Et Vic, elle a quelque chose d'un petit peu spécial, parce que quand elle a perdu quelque chose, ou quand quelqu'un a perdu quelque chose, et qu'elle veut absolument le retrouver, elle a juste à enfourcher son vélo, et quelques minutes, quelques heures plus tard, elle revient avec la chose égarée, mais elle ne se souvient plus de rien et elle a juste très très mal à la tête. Voilà, elle a un espèce de don, voilà, dont j'ai pas envie de vous en dire trop, mais elle n'est pas la seule à avoir un don sur Terre, et les autres n'en font pas forcément bon usage comme elle, comme par exemple Charlie Manx, qui lui a tendance à kidnapper des enfants et les emmener dans son pays imaginaire Christmasland. Voilà. Donc on va suivre l'enfance de Vic jusqu'à sa rencontre en fait avec Charlie Monks, et tout ce que ça va entraîner derrière. J'ai pas envie d'en dire trop, mais c'est trop trop bien. C'est la première fois que je lis un livre avec
autant d'éléments de Noël, mais qui fassent tous partie du côté horreur du livre. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment trop bien, trop intéressant. Je pense pas que ce soit le seul à avoir eu l'idée de faire ça comme ça, mais j'ai trouvé que le fait de tourner tout ce qui est Noël à l'horreur en fait, c'était juste une trop bonne idée et surtout ça marche très très bien dans ce livre. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées, mais qui en plus fonctionnent très bien et tout fonctionne entre elles et voilà, j'explique très mal, mais j'ai trouvé ce livre tellement bien fait. J'ai pas eu si peur que ça, j'ai l'impression que plus je lis de l'horreur, moins j'ai peur. Après ça c'est à la sensibilité de chacun, hein. Je peux pas vous dire ça fait peur, ça fait pas peur quoi. Mais voilà, c'est quand même c'est passionnant, je me suis fait happer par l'histoire. J'ai trouvé les personnages aussi très très bien faits. La personnage principale, Vic, c'est une petite fille jusqu'à être une jeune femme. Et pour un personnage qui a été écrit par un homme, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. C'est un personnage de femme forte. Et c'est vrai que moi d'habitude j'ai un peu du mal avec les personnages de femmes très fortes qui sont décrites par des hommes parce qu'en général ça va dans des clichés qui ne fonctionnent pas en fait. Et là j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Après quelques trigger warnings, on va parler de viol, on va parler de kidnapping d'enfants, on va parler de meurtre, voilà, il va y avoir pas mal de sang, pas mal de choses assez horribles. On va parler de santé mentale aussi. Et même si le côté santé mentale qu'on va aborder est abordé d'un point de vue fantastique, parce que tous les dégâts mentaux qu'ont les personnages, c'est dû à des éléments fantastiques en fait. Et ben je trouve que c'est quand même assez bien fait quoi. Ça dénigre pas la vraie santé mentale, en fait les vrais troubles mentaux que peuvent avoir les gens dans la vie. C'est pas parce que là c'est lié au fantastique que ça dénigre ce qui est réel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. J'ai trouvé que tout était vraiment très bien fait. De toute façon, vous le savez, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année. Je sais pas si je devrais dire ça, mais ça m'a un petit peu fait penser à Dr. Sleep. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Dr. Sleep, qui ont été déçus et tout, parce qu'ils s'attendaient vraiment à quelque chose qui ressemble à Shining. Mais bah non, en fait, Dr. Sleep, ça reprend le personnage de Shining, mais ça ne ressemble pas à Shining. Mais là, j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à Dr. Sleep dans le sens où il y a des gens qui ont des espèces de dons, voilà, même si c'est pas le Shining, ça reste un espèce de don quand même surnaturel. Et il va y avoir, bah oui, une bataille. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai ressenti un petit peu la même chose que quand je lisais Dr. Sleep. Et du coup j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup aimé Dr. Sleep aussi. Il y a des propos horribles, il y a des propos racistes, misogynes, tout ce que vous voulez, mais c'est toujours dans la bouche de la personne la plus horrible de la Terre. Et je trouve que c'est très bien fait, parce que des fois il y a des gens qui crient au «Oh mon dieu, il véhicule des messages horribles», mais en fait c'est le méchant qui dit ça. C'est pas les personnes, les bons, les gentils, on va dire. Pas une seconde, ils ont des idées comme ça. Et ça rend d'autant plus méchant le méchant. Il est pas méchant que parce que il enlève des enfants et il les tue et c'est un espèce de vampire machin, mais c'est aussi un énorme connard, c'est aussi un gros raciste et surtout un énorme macho misogyne. Et je trouve que c'est bien de renforcer un personnage déjà très malsain avec ce qu'il y a de malsain dans la réalité. Voilà, comme je disais un petit peu tout à l'heure, ça mélange des choses du réel et du fantastique, parce que c'est quand même dans un monde réel, hein, ça se passe aux États-Unis. Mais je trouve que voilà, ça renforce les choses, d'amener des choses horribles qui sont déjà horribles dans la réalité. Franchement, lisez-le. Si vous aimez bien Stephen King, n'hésitez pas à vous tourner vers les écrits de son fils Joe Hill. Moi, j'ai très envie de me tourner du coup vers ce qu'il a écrit d'autre, parce que Nosferatu c'était vraiment un gros coup de cœur, j'ai adoré. Et donc en parallèle de tout ça, j'ai relu le manga Nana, dont je vous ai pas mal parlé en décembre d'ailleurs. Donc j'ai relu les 21 tomes, ça faisait pas mal de temps que je les avais pas relus.
mais c'est quand même un des mangas que j'ai le plus relu dans ma vie, surtout quand j'étais au collège, je les empruntais à la bibliothèque tout le temps. Maintenant, depuis quelques années, je les ai, et voilà, et je les ai relus, et c'était toujours aussi bien. C'est un manga que j'adore parce que j'adore Aizawa. D'ailleurs, j'aurai l'occasion bientôt de vous reparler de Aizawa. J'adore cette mangaka et j'adore ce manga. C'est considéré comme un shoujo. Moi, je le considère plutôt comme un josei. Petit point pour les genres des mangas. En fait, c'est pas vraiment classé par genre, mais par public cible. Donc, c'est assez binaire. Hein. Mais bon, en gros, shoujo, ça veut dire jeune fille. Donc, c'est les mangas pour jeunes filles. Donc, c'est souvent des histoires d'amour ou des magical girls, des trucs comme ça. Shonen, c'est jeune garçon. Donc, jeune garçon, garçon adolescent, tout ça. Donc, c'est plutôt des trucs de baston, d'aventure et tout. Josei, c'est jeune femme ou femme, voilà. Ça va plutôt, on va rester dans des histoires de tranches de vie, d'amour et tout ça, mais avec des personnages beaucoup plus adultes. Et c'est pour ça que je trouve que ça, c'est plus un Josei, nana. Les personnages ont tous la vingtaine. Et on va aborder des thèmes beaucoup plus réalistes et des relations entre les personnages beaucoup plus réalistes et beaucoup plus matures, on va dire, que dans les quelques shoujo que j'ai lus et que j'aime pas. Voilà. Enfin, j'aime pas, c'est pas que j'aime pas tous les shoujo, hein, loin de là, mais je trouve que Aizawa fait vraiment ça très bien. Et voilà, et je suis en train de dire n'importe quoi, donc peut-être je vais vous expliquer. Donc Nana, c'est quoi? C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui ont toutes les deux 20 ans au début de l'histoire et qui s'appellent toutes les deux Nana. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, elles viennent de deux villes complètement différentes. Elles ne se connaissent pas. Il y en a une qui vient d'une petite ville et qui sait pas trop ce qu'elle veut faire dans la vie, qui est un petit peu paumée mais qui est très positive, et elle a décidé de monter à Tokyo pour rejoindre en fait son petit copain et ses autres amis d'ailleurs qui habitent tous là-bas, et elle aimerait bien se trouver du travail et un appartement et commencer sa vie d'adulte, on va dire, mais elle n'a pas de but bien précis. Et de l'autre côté, on a l'autre Nana, Nana Ozaki, qui elle aussi monte à Tokyo, mais elle c'est parce qu'elle veut devenir musicienne professionnelle avec son groupe de punk rock. Voilà, et elles vont se rencontrer dans le train et les choses vont faire qu'elles vont devenir colocataires et leurs deux mondes va se croiser et elles vont développer une amitié. Et autour de ça, bien sûr, il va y avoir beaucoup d'histoires d'amour, d'amitié, mais surtout des histoires d'amour. Pas mal d'histoires aussi avec le groupe de musique de Nana Ozaki, qui va connaître ses débuts en professionnel et tout ça. Donc voilà, en gros c'est ça l'histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est un manga que je conseille vraiment parce que moi je l'aimais autant quand je le lisais quand j'avais 12 ans que maintenant. J'en parle peut-être un petit peu trop avec tant de ferveur parce que j'y suis beaucoup attachée, et c'est vrai que je pense que c'est un manga qui m'a pas mal influencée quand j'étais au début de l'adolescence et finalement plus ou moins tout le long de mon adolescence. Voilà, sans forcément y penser. Maintenant que j'y pense et maintenant que je l'ai relu, je me dis que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup influencée. Donc voilà, je vais vous dire que c'est génial et tout, mais j'en fais peut-être un petit peu trop. Voilà. Donc si vous aimez bien les histoires d'amour, tout ça, mais que la plupart des shoujo, ça vous parle pas vraiment, parce que c'est peut-être trop gamin, ou c'est peut-être trop cliché, ou c'est peut-être tout le temps la même chose. Franchement, Nana, c'est un manga que je vous conseille à fond, c'est trop bien. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai terminé mon mois de novembre. Je suis contente d'avoir enfin tourné ce point lecture. Voilà, chose faite. Je vais pouvoir penser à autre chose maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé vous, ou si vous avez envie de les lire, je ne sais pas. Dites-moi tout dans les commentaires, je serai ravie de discuter avec vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye! Shiver in the dark, it's raining